Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h, vendredi 31 mars. Voici le principal titre de ce journal. Ogooué-Lolo, l'axe Carrefour-le-Roi, la Ouboué dans la province de l'Ogooué-Lolo en pleine réhabilitation. Des travaux qui enchantent les usagers de cette voie très fréquentée. Justement, nous parlons de cette réhabilitation de l'axe Carrefour-le-Roi de l'Aouboué dans la province de l'Ogooué-Lolo. Depuis près de 3 mois, le génie civil militaire a pied d'œuvre sur cette route économique pour réhabiliter ce tronçon long de 53 km. Une aubaine pour de nombreux usagers de cette voie très fréquentée. Bienvenue Miko. Route économique axe Carrefour-le-Roi-Lavouboué. Le génie militaire ici à pied d'œuvre depuis près de 3 mois concrétise les instructions du président de la République pour la réhabilitation de ce tronçon routier en état de dégradation avancée il y a encore quelques mois. Vous vous rappelez que le 2 décembre, le président de la République avait instruit la plus haute hiérarchie militaire de rétablir l'axe Carrefour-le-Roi, Lavouboué, cet axe qui était devenu un véritable calvaire pour les automobilistes. Les travaux se sont effectués en plusieurs phases. Nous avons la première phase qui était d'abord déjà le traitement de tous les bobiers. Il fallait le faire pour que les gars ne pas rompre la circulation des camions et tout. Nous avons le traitement des bobiers, la deuxième phase, l'ensoleillement, et la troisième phase, le rechargement latérite sur les points critiques. Sur un linéaire de plus de 52 km, l'exécution de ce chantier s'est effectuée dans les normes. Aujourd'hui, les gens peuvent circuler sans problème. Les vivres, les camionneurs les livrent aujourd'hui sans problème. Nous pensons que tout a été fait. Donc maintenant, il faut maintenant essayer de sensibiliser certains conducteurs. Voilà, quand il pleut, qu'ils essayent parfois de bloquer et attendre peut-être 3 heures, 4 heures après les pluies et reprendre une fois il y a le soleil. C'est une route qui ravitaille à tout le monde le Ogooué. Mais on se demande ces jours-ci là. Heureusement, les génies militaires sont venus au secours de cette route-là, autrement dit, ça ne va pas. Depuis que le génie militaire est là, Dieu merci, pour le moment, ça va un peu. Depuis qu'ils sont arrivés, il y a vraiment beaucoup de trous qui sont fermés. Et ça nous fait plaisir que ça continue comme ça. S'il y a l'entretien sur la route, c'est bon, on avance. Et ça arrange les gens du Haut-Ogooué, ça arrange les gens de Libreville pour pouvoir faire le transfert de marchandises. Si la route est un facteur essentiel de développement, les travaux exécutés ici constituent une aubaine pour de nombreux usagers. Vraiment ici, ça fait presque 6 mois. C'était un peu compliqué. C'était grave. Mais grâce à l'intervention génie civil quand même, la route, ça a commencé à passer. Même nous-mêmes, on avait des difficultés à des choses d'avoir ça. Mais grâce à l'intervention du génie civil, vraiment, tout est devenu facile. On remercie aussi les génies militaires qui ont beaucoup fait. Parce que je me rappelle, l'année passée, vraiment la route elle était très mauvaise. Moi-même, je lui ai tombé, mais pour le moment, depuis hier que j'ai décollé, mais ça m'étonne que je sois arrivé là, juste à la Lavouboué. Par contre, là, on faisait une semaine, 2 semaines, jusqu'à 1 mois. On a vraiment du mal à faire 2 voyages le mois. Mais sincèrement, là, c'est bon. La seule chose que l'on veut, qu'on demande à le président, et les génies militaires, on puisse prendre soin de la route, on puisse entretenir, et puis voilà. La réhabilitation de ce linéaire permet donc de rendre encore plus fluide la circulation des personnes et des biens à destination de l'Ogooué-Lolo et du Haut-Ogooué, avec un impact sur la baisse du coût des produits de première nécessité pour les populations de cette région du Gabon. Actualité présidentielle à présent dans le cadre de la tournée républicaine du chef de l'État dans l'Ogooué-Lolo. Ali Bongo Ondimba était à Koulamoutou dans la capitale provinciale de l'Ogooué-Lolo où il a mémorablement été accueilli. Presse présidentielle. Koulamoutou, capitale provinciale de l'Ogooué-Lolo. La nouvelle étape de la tournée républicaine du chef de l'État commence ici, à l'aéroport de Koulamoutou Mabimbi. Ambiance.
Des 2 arrondissements de cette ville traversée par les eaux de la Bouengidi et de toute la province de Logoué-Lolo, les populations en masse sont arrivées pour offrir un accueil digne de ce nom au président de la République. C'est notre champion, c'est notre candidat en 2023. Nous sommes là pour l'accueillir, nous sommes dans la joie. Vraiment, comment ne pas être content? C'est quand même, il y a longtemps qu'il a été ici. C'est notre fils, il y a longtemps qu'on l'a reçu. Là, vraiment, on est content que Logoué-Lolo, vraiment, avec le temps qui est beau aussi, de le recevoir. Dans l'agenda de travail du président de la République interlogovéenne en bonne place figurent des rencontres de proximité et des échanges directs avec les populations et les notables locaux autour des questions essentielles de développement. Nous sommes très contents dès lors que nous sommes ici, c'est que nous nous sommes déplacés massivement pour accueillir notre chef d'État sur notre sol logovéen. Nous sommes vraiment très heureux. C'était un moment très attendu. Ça s'est réalisé réellement. Le chef de l'État sera là et nous sommes très contents. Annoncé ici, dans le cadre de cette tournée républicaine initiée il y a plusieurs mois déjà, la présence du chef de l'État en cette localité constitue pour tous une réelle opportunité d'espérance avec les projets du plan d'accélération de la transformation dédié aux habitants de cette contrée du pays, berceau historique du Parti démocratique gabonais. Il y a Ali Bongo, Ondimba. Nous sommes très fiers de vous recevoir sur votre terre natale. Logoué-Lolo, c'est chez vous, vous êtes chez vous. Aujourd'hui, les populations de la province, et particulièrement celles du département de la Lolo-Bouengidi, sont totalement heureuses. Elles témoignent leur joie à cause de l'arrivée du chef de l'État. On est très fiers de recevoir le président de la République. Et nous avons reçu notre grand frère ici à Koulamoutou. Il est chez lui, sur cette terre. Et l'arrivée du chef de l'État ici à Koulamoutou, c'est une bonne chose. Regardez comment le temps est beau. De montrer combien de fois quand un fils dépose les pieds sur cette terre. Donc nous sommes très heureux de recevoir le président Ali Bongo Ondimba ici à Koulamoutou, dans la province de Logoué-Lolo. Si le dernier séjour du président Ali Bongo Ondimba dans la province remonte au mois d'août 2016, le plaisir de le revoir et de partager à nouveau avec lui des instants de bonheur et de communion, comme on le voit bien, demeure intact ici, sur les bords de la Bouengidi. Le président de la République s'est également rendu à Ibunji, dans le chef-lieu du département de Lofoué, au Noy. Le chef de l'État est allé au contact des populations de cette localité avec lesquelles il s'est entretenu. Bienvenue, Miko. Au rythme des danses et des chants traditionnels locaux, le président Ali Bongo Ondimba est accueilli à Ibunji. Dans la ferveur populaire, l'instant de communion est partagé par l'ensemble des habitants du département de Lofoué-Onoy. Dans cette région du pays, le président de la République est venu discuter avec les populations locales. Des discussions prolongées et très instructives qui ont permis de dissiper les inquiétudes des membres de la Fédération des coopératives agricoles d'Ibunji dans leur activité au quotidien. Concernant le conflit homme-faune présent dans cette région de forêt équatoriale, le chef de l'État rassure, l'indemnisation des victimes de cette situation est imminente. Acteur majeur de la préservation de l'environnement, le président de la République, à travers ses engagements, s'attelle à concilier la sauvegarde de la nature et le développement des activités humaines pour l'épanouissement des habitants de cette contrée du pays. Toute autre actualité à présent, forte mobilisation hier à l'ambassade de Turquie au Gabon. Les proches et les membres de la famille de Dina Bongo Ibwanga, morte à Karabouk. Une pression exercée par la famille qui n'attend que le cours de l'évolution de l'enquête, toujours au point mort. Ruth Matanga. Vêtus de noir, brandissant des banderoles et photos de la victime, les anciens camarades sont venus apporter leur soutien psychologique à la famille de la disparue. Un mouvement interrompu par l'intervention des forces de l'ordre. C'est que la manifestation se passe très mal. Il est vrai que nous n'avons pas les papiers pour pouvoir manifester comme il faut, mais en tant que jeunes, nous devrions avoir l'occasion de manifester pour notre jeune sœur. Nous ne pouvons pas être renvoyés par des gens avec des bombes lacrymogènes. Parmi nous, il y a des asthmatiques, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui n'arrivent pas bien à respirer, il y a des gens qui ne voient pas bien. On nous a bombardé de bombes lacrymogènes, on nous a renvoyés, il y a certains qu'on a pris.
Il y a certains qui sont restés dans les voitures. Il y a des blessés parmi nous. Aujourd'hui, nous sommes dévastés, on ne comprend plus comment faire pour pouvoir manifester comme il faut. Vraiment, nous demandons aux membres de l'administration du pays, les dirigeants du pays, de faire quelque chose pour cette situation. Malgré toutes les dispositions prises par la famille de Dina Bongo Ibwanga, le gouvernement est sans réaction, selon un membre de la famille. Ce progrès se fait surtout à cause des manifestations. Voilà, à cause des manifestations, le peuple qui se lève. Maintenant, du côté du ministère, du gouvernement, on attend encore. Parce qu'ils ne nous contactent pas, c'est nous qui venons à chaque fois vers eux. Et pourtant, on a laissé des numéros. Ils ont nos contacts, mais ils ne nous contactent pas. Donc, on attend. Selon les informations recueillies auprès d'autres manifestants, les autorités diplomatiques de Turquie auraient été invitées à participer à une séance de travail avec les responsables du ministère des Affaires étrangères du Gabon. Assemblée générale hier des agents municipaux, à l'unanimité, le syndicat passe à la vitesse supérieure pour cause la non prise en compte de leurs revendications. Jessica Ondjoa pour le reportage. Il s'agit de prendre ensemble des décisions. Les mains levées, signe d'un engagement à l'unanimité. La fermeture des accès de la mairie centrale et ses arrondissements est la décision prise par l'ensemble des agents municipaux. Les agents municipaux ont décidé de la fermeture. Donc à partir de demain, je crois que tout est barricadé. Jusqu'à ce que l'administration règle le problème d'abord non préalable. Une fois le problème réglé, nous repartons au niveau de la commission pour réfléchir sur les poches financières par rapport à la nouvelle grille. La presse, voilà le désordre, la mafia organisée à la mairie. Nous avons dit à ceux-là régler le problème entre nous. Sinon, si nous allons sur la place publique, ça va être pala, n'est-ce pas? L'Assemblée générale convoquée par les différents leaders, agents municipaux, montre une fois de plus le non-respect de certains engagements, des règles établies au sein de cette institution. Vous savez pourquoi nous avons claqué la porte? Les travaux sont suspendus, mais nous disons à l'administration de régler nos problèmes. La grille, il faut qu'on aille s'asseoir, mais on voudrait que les préalables soient d'abord réglés. Dès qu'on a vu le retrait de l'arrêté qui donne, c'est déjà bon. On voit les nominations, certains agents municipaux dedans, on va applaudir. Départ des fonctionnaires, on applaudit. Et puis, on dira que nous allons maintenant pour la grille s'asseoir pour travailler en douce. Et on est sûr que la grille ne va pas. Si nous allons encore sans ça, on a bien peur encore d'être distraits par l'administration. Donc face à ça, chers collègues, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Comment trouver des solutions pérennes à ce problème qui n'a que trop duré? Une énième fermeture qui annonce des jours sombres. Solidarité, solidarité, à jamais solidarité. Ouverture hier sur l'ensemble du territoire national des assises de lutte contre la vie chère. Syndicats, ONG attendent des mesures concrètes de la part du gouvernement. Jessica Ondjoa. ONG, associations, syndicats, ils ont été nombreux à reprendre présent aux assises provinciales de lutte contre la vie chère. Objectif de cette mobilisation, créer un impact considérable aux sorties de ces plénières dont l'accent a été mis sur le consommateur. Donc les hautes autorités ainsi que nous, organisations des consommateurs, souhaitons que cette fois on puisse prendre des décisions qui vont avoir un effet dans la vie, dans le quotidien des ménages gabonais. Afin de mettre fin à ce mal national, la collaboration de chaque partie prenante est de mise. Que les populations puissent participer aussi au contrôle, c'est-à-dire que les commerçants véreux, lorsqu'ils verront les citoyens les dénoncer à l'arrivée des contrôles, et les contrôles aussi doivent être des contrôles de qualité. De ces assises sortiront probablement des recommandations susceptibles de soulager le calvaire des Gabonais en matière de vie chère. Et puis, en cette période où le Gabon enregistre un taux élevé de maternité, le carnet de santé s'avère être un document très indispensable pour la future maman. Les données et le contenu de ce document avec Chimène Nindong. Remis à la maternité, présenté systématiquement aux sages-femmes lors des rendez-vous ou aux différents spécialistes,
Le carnet de santé permet de prendre connaissance des renseignements qui y figurent et d'y consigner leurs propres indications et constatations, d'où son importance. Le carnet de santé de l'enfant, on va dire, c'est son passeport. Tous les éléments de sa santé est inscrit dedans, dans ce carnet, à partir de la naissance. L'importance de ce carnet, c'est que dans ce carnet, on va écrire toutes les informations, si on veut parler du bébé, toutes les informations de sa naissance, comment sa naissance s'est passée, dans quelles conditions, est-ce qu'il était en bonne santé à sa naissance, est-ce que sa vitalité était bonne. Et à partir de sa naissance, on va le surveiller de près. Tous les éléments, c'est-à-dire les éléments les plus importants, c'est sa croissance. Le non suivi des indications inscrites dans le carnet de santé de son bébé peut avoir de lourdes conséquences. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que si une maman ne prend pas la peine, d'accord, de vérifier tout ce qu'il faut faire, déjà il y a des conseils qui sont donnés dans ce carnet concernant le palu, concernant l'hygiène, concernant la croissance, le développement. Donc, une maman doit prendre le temps de lire ce carnet dès le début parce qu'il y a des informations importantes sur la prévention. De ce fait, la sage-femme recommande. Le personnel de santé a le devoir d'expliquer à la maman que tout doit être écrit et on lui dit exactement aussi comment un enfant se développe, pour qu'elle le sache. Est-ce que le bébé se développe dans les normes? Outre tous les éléments relatifs à la surveillance médicale d'un enfant, le carnet de santé contient également d'autres informations, à l'instar de nombreux messages adaptés aux différentes périodes de la vie d'un enfant. Célébration hier de la journée mondiale de troubles bipolaires. Près de 2% de la population mondiale est touchée par cette maladie. Quels sont les symptômes et comment on guérit-on? Aïcha Akoué. Une personne présentant un trouble bipolaire vit ses émotions avec une intensité démesurée et parfois ne parvient pas à les maîtriser. Ce trouble de la personnalité peut être héréditaire. Anciennement appelé psychose maniaco-dépressive, les troubles bipolaires peuvent être causés par le stress, la perte d'un être cher, la consommation de substances toxiques ou autres. Les troubles bipolaires débutent souvent à l'adolescence, entre 15 et 19 ans. Le diagnostic peut prendre plusieurs années. Les personnes atteintes de cette pathologie passent généralement par 3 états: l'état de l'euphorie appelé manie, l'état d'abattement appelé dépression et l'état sans symptômes. Pour soigner les troubles bipolaires, le médecin peut prescrire des médicaments régulateurs de l'humeur ou d'autres traitements. Ce traitement peut être suivi pendant des années, voire toute la vie. Il n'existe encore aucun remède qui permet de guérir totalement d'un trouble bipolaire. Néanmoins, les symptômes de la maladie peuvent être contrôlés à l'aide de traitements pharmacologiques et psychosociaux. Les personnes atteintes de troubles bipolaires sont souvent très sensibles aux paroles. Il est important d'être disponible pour eux sans être critique. Au premier trimestre de cette année, on enregistre une hausse de cas de paludisme élevée, notamment chez les enfants. D'où la question: à quelle période de l'année les cas de paludisme sont les plus élevés? Chimène Nindong. Avec une alternance de saisons sèches et des saisons des pluies, le Gabon a un climat de type équatorial chaud et humide. Ces caractéristiques pluviométriques peuvent compliquer la lutte contre l'agent vecteur du paludisme qu'est l'anophèle femelle. La pluviométrie semble être liée au nombre important de cas du paludisme. De toute façon, votre constat il est tout à fait avéré, étant donné qu'il faut toujours rappeler que le paludisme est une maladie parasitaire qui est causée par un moustique de genre anophèle, l'anophèle femelle. Cet anophèle se développe dans des eaux souillantes et lorsqu'il y a des pluies, comme c'est le moment, étant donné que nous sommes en saison de pluie, on a beaucoup plus de cours d'eau et on a beaucoup plus des gîtes, donc des gîtes larvaires, et la prolifération des moustiques est beaucoup plus importante. Si la prolifération des moustiques est beaucoup plus importante, il en va de soi que la maladie va être transmise avec une intensité beaucoup plus importante et donc il va y avoir plus de cas en saison de pluie qu'en saison sèche. Selon l'enquête démographique et de santé, la tranche d'âge la plus touchée
demeurent les enfants de moins de 5 ans. Alors, quand on regarde l'enquête démographique de santé, donc l'EDS qui est paru dernièrement avec les premières données, on voit bien que les enfants de moins de 5 ans sont toujours une couche qui est très vulnérable et qui est très sensible, avec une incidence qui est de 75 pour 1000, quand dans la population générale, on est à 43 pour 1000. Et malheureusement, c'est peut-être le point le plus difficile, c'est que cette population n'est pas encore assez couverte, parce qu'on voit également dans ce TDS que malheureusement pour les populations de moins de 5 ans, on a encore un taux d'utilisation de moustiquaires imprégnés de 19%. Lorsqu'on a une incidence de 75 pour 1000, ça montre effectivement des efforts à fournir dans le domaine de la prévention. Zéro paluche m'engage à l'horizon 2030, c'est possible si chacun y met du sien. Cet objectif passe par l'assainissement de son environnement et l'utilisation d'une moustiquaire imprégnée au coucher, pour ne citer que ces moyens de prévention. Religion à présent, comment nourrir et fortifier sa foi pendant le ramadan? Quel enseignement spécifique donner aux fidèles en pareilles circonstances? Élément de réponse dans ce reportage de Chimène Nindon. Pour les musulmans, Ramadan est un mois qu'Allah a choisi entre tous les mois et lui a insufflé une atmosphère particulière. Ce mois est donc unique puisque leurs hasanats sont multipliés davantage. La question reste de savoir quel enseignement ont tant de jeunes. Les enseignements se focalisent précisément lorsque nous sommes dans les mois bénis de Ramadan. Nous demandons aux gens d'être plus généreux, nous demandons aux gens d'être plus patients, plus endurants, nous demandons aux gens d'être plus cléments, comme le prophète lui-même nous a dit. Même si nous sommes provoqués verbalement ou physiquement, nous allons tout simplement dire nous sommes en jeûne, parce que nous sommes en adoration, en pleine adoration. Parce que quand vous êtes en jeûne, c'est que vous êtes en conversation directe avec votre Créateur. Outre la patience, la générosité, la clémence et autres, le musulman doit aussi intensifier la lecture du Coran. Dans ces mois, les musulmans doivent toujours chercher à se rapprocher auprès de leur Créateur davantage. À savoir, il faut multiplier la lecture du Coran. Toutes les prédications abordées pendant ce mois de jeûne trouvent leurs origines dans les 114 sourates qui constituent le Coran. Première célébration hier de la journée internationale zéro déchet. Face à l'aggravation des effets de la production des déchets sur la santé humaine, l'économie et l'environnement, cette journée vise à inviter chaque personne à limiter et à minimiser les déchets et promeut le changement social vers une économie circulaire. Maya Media. On ne peut rien. Vous n'êtes pas resté à faire de n'importe quoi. Vous pouvez faire ça. Bon, pour moi, je préfère faire ça. Chaque année, l'humanité produit plus de 2 milliards de tonnes de déchets solides urbains, dont 45% ne sont pas traités dans les installations contrôlées. Les déchets, et notamment les emballages en plastique, les aliments, les vêtements, les appareils électroniques et les débris provenant des sites miniers et de construction, ont des conséquences désastreuses sur la santé humaine et l'économie et aggravent la triple crise planétaire du changement climatique, de la perte de la nature et de la biodiversité. Les pauvres sont touchés de manière disproportionnée et jusqu'à 4 milliards de personnes n'ont pas accès à un système d'élimination des déchets adéquat. À l'occasion de la Journée internationale du zéro déchet, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a estimé que la crise des déchets réduit la capacité de la planète à accueillir la vie. Il déclare à cet effet: les déchets coûtent à l'économie mondiale plusieurs milliards de dollars chaque année. En utilisant la nature comme une décharge, nous creusons notre propre tombe. Le moment est venu de réfléchir à l'empreinte des déchets sur notre planète et de trouver des solutions à la plus dangereuse des menaces. Cet événement appelle à toutes les parties prenantes, notamment les gouvernements, la société civile, les entreprises, les universités, les communautés, les femmes et les jeunes, à prendre part à des activités visant à faire connaître les initiatives zéro déchet. Face à cette situation, si aucune mesure n'est prise d'urgence, ce chiffre pourrait atteindre près de 4 milliards de tonnes d'ici 2050. Page internationale, parlons à présent de la manifestation hier à Dakar au Sénégal. Les partisans d'Ousmane Sonko qui a comparu au tribunal de la capitale sénégalaise. Plus de détails dans ce récit signé Sidela Niman.
Déployée massivement aux alentours de l'université Cheikh Anta Diop, la police a envoyé des gaz lacrymogènes en direction des étudiants reclus à l'intérieur du campus. Les étudiants ont riposté à coups de pierre, mais ont été empêchés de sortir. La coalition de l'opposition sénégalaise Yewwi Askan Wi a appelé les populations à se joindre à une marche pacifique mercredi et jeudi à Dakar, jour du procès programmé de l'opposant Ousmane Sonko, poursuivi par le ministre du Tourisme, un responsable du parti présidentiel, pour diffamation, injure et faux. Le préfet de Dakar a interdit ces manifestations dans la capitale en invoquant des menaces réelles de troubles à l'ordre public. En prévision d'éventuels troubles, l'université de Dakar et les écoles sénégalaises avaient avancé le début des vacances de Pâques à mardi. Les étudiants qui tentaient de braver cette interdiction se sont opposés aux forces de sécurité. Ousmane Sonko et ses supporters accusent le pouvoir d'instrumentaliser la justice pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle de février 2024. Le parti présidentiel, lui, l'accuse de vouloir paralyser le pays et de se servir de la rue pour échapper à la justice. Les sorties d'Ousmane Sonko pour raisons judiciaires sont généralement précédées et suivies de fortes manifestations dans le pays. Pour rappel, lors de la dernière convocation d'Ousmane Sonko il y a 2 semaines, pas moins de 3 bus ont été incendiés, des pneus ont été brûlés sur les chaussées et des boutiques et stations ont été saccagées. La capitale est donc sous haute surveillance depuis mercredi. Ce jeudi, des structures publiques et privées ont décidé de suspendre leurs activités pour des raisons de sécurité. Pour rappel, Ousmane Sonko a été condamné à 2 mois de prison avec sursis, mais il reste éligible à la présidentielle de 2024. Nous y reviendrons plus en détail lors de nos prochaines éditions d'information. C'est sur cette note internationale que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur TV+.